Oui, non, non, mais c'est événement. Allez, ouais, ouais, ouais. Non, non, pas de souci. Pas de problème. On va commencer. On fait tout ça. Il y a du monde en plus. Hein? Bonjour tout le monde, merci d'être présent pour cette première journée d'académie. On est dans le cadre du festival Métropolisme et depuis vendredi, on questionne sous toutes les formes la ville de demain à travers des installations, des expositions auxquelles vous pourrez accéder juste après la table ronde. Elles sont ouvertes cet après-midi à travers plusieurs types de formats, notamment des concerts et une académie qui dure 4 jours. Cette académie, c'est un rituel dans notre festival. Durant 5 années de tropisme, on a systématiquement eu ce volet réflexif. Là, l'idée, pendant 4 jours, c'est d'avoir chaque journée une thématique qui se décline sous forme de table ronde, d'ateliers créatifs et de rencontres inspirationnelles. Donc aujourd'hui, la question au centre de l'académie, c'est la ville réversible, ou comment aujourd'hui on peut penser les usages de demain dans les constructions. Et partant de cette idée de la ville réversible, une petite réflexion avec laquelle on va ouvrir, qui est cette question de se dire, aujourd'hui, vous êtes assis, vous par exemple, tous sur un endroit où on réparait des tanks et des poids lourds. C'est exactement ces deux ponts de mécanique qui se font face. Et je suis à peu près certain que le jour où l'architecte, l'ingénieur qui a réfléchi à poser ces ponts au début du siècle dernier, on a changé de siècle, j'avais oublié, je ne suis pas tout à fait certain qu'il avait anticipé le fait que vos jolis fessiers soient sur ces ponts. Et donc, finalement, il n'avait pas une pensée réversible. Et cette pensée de la réversibilité, il a fallu que nous, on la trouve, notamment avec Renata Aviani, qui est l'architecte ici en chef de ce lieu. Et sauf qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'intelligence et de connaissances pour pouvoir anticiper les transformations migratoires, sociales, climatiques de demain et construire en conséquence. Cette table ronde va pouvoir justement travailler sur cette question de la réhabilitation de ce quartier, comment d'un passé militaire, on va vers un avenir consacré aux industries créatives et culturelles. La table ronde qui suivra, et ça je vous ordonne de rester, sera assez intéressante, notamment avec Carmen Santana, Anne Durand et Francis Pisani, où là on va réellement voir des exemples à travers le monde d'une architecture qui anticipe réellement les usages de demain, à l'image de ce parking Saint-Roch, du nouveau Saint-Roch, pensé par Carmen Santana, qui, anticipant le fait que dans 20-30 ans, il y aura moins de voitures, a été construit avec des normes qui permettront d'en faire du bureau, du logement, et elle sera là justement pour en parler. Et je vais laisser la parole à Hubert qui va assurer la modération et qui va présenter notre panel. Pour le micro, c'est bon? Vous m'entendez là ou pas? Ouais, ça va? Bon. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. On est quel jour? On est mercredi. En ce mercredi après-midi, oui, c'est ça. Pour cette table ronde, donc cité créative du militaire aux industries créatives et culturelles, une logique du réemploi. On est là pendant 1h30. Hein, pour qu'on enchaîne après de façon cohérente par rapport au planning. Donc je suis Hubert Vialat, journaliste indépendant, correspondant entre autres pour les Échos, basé à Montpellier. On est avec nous pour en parler Christophe Pérez. Bonjour Monsieur Pérez, directeur général du groupe CERM SA3M. Renata Aviani, dont vous avez parlé, Vincent déjà. Madame Aviani, bonjour. Vous êtes entre autres architecte de cette halle, enfin pas de la construction mais du réaménagement bien sûr de la halle Tropisme. François Percheron, Monsieur Percheron, bonjour. Vous êtes architecte urbaniste de ce grand quartier de l'EAI sur lequel vous travaillez avec l'agence Westate.
Et à mes côtés, parce que c'est un quartier quand même où il y aura des habitants accessoirement, donc 2 futurs habitants de ce quartier, Pascal Delande, bonjour madame, et Grégoire Pacou. C'est ça, je ne me trompe pas. Vous représentez le collectif Le Pic, École et Calme. C'est ça? Ok. Donc le contexte, il a été rappelé par Vincent. Quelques questions clés dans cette table ronde qu'on va essayer de décortiquer, d'ausculter, d'aborder en détail. Quelles contraintes une telle réhabilitation pose, enfin que ce soit la réhabilitation de la halle ou le réemploi de manière plus générale du quartier, puisque c'est un quartier militaire, et puis même l'enjeu du réemploi au niveau à l'échelle de la métropole, avec vous, plus Monsieur Pérez. Comment transformer sans effacer, comment composer avec l'ancien tout en pensant aujourd'hui les usages de demain. Comment composer avec l'ancien tout en pensant aujourd'hui les usages de demain. Tous les termes importent. N'hésitez pas à réagir, évidemment, sur les réseaux sociaux. Je crois que le hashtag, c'est penser la ville, hein, le hashtag de la manifestation. Penser la ville, penser à l'infinitif PENSER. Oui, bien sûr. On a une appli qui a été développée, vous pouvez la télécharger en direct parce que à la fin de cette rencontre, vous pourrez interagir et répondre à quelques questions et en direct, on verra l'opinion se forger. Donc si vous avez un smartphone aussi intelligent que son nom l'indique, vous pouvez taper Métropolisme dans le store, c'est gratuit et à partir de là, vous pourrez interagir à la fin. Ok. Je vous propose qu'on commence. Vous aurez évidemment la parole, vous pourrez poser des questions, c'est aussi le but de la rencontre. Qu'on commence par parler du lieu même où on se trouve aujourd'hui, cette halle Tropisme, avec vous, Madame Aviani. Donc vous êtes architecte basé à Montpellier, vous travaillez avec le secteur public et des particuliers. Quel a été votre parti pris architectural pour la reprise de ce site, et comment le transformer sans effacer justement son histoire? Disons que le parti pris, il a eu, on va dire, 2 volets. Le premier, ça a été de conserver en fait au maximum l'état existant, de rendre hommage au lieu et à l'activité qu'il y avait autrefois, c'est-à-dire garder un maximum de souvenirs, d'éléments un peu caractéristiques ou d'objets symboliques de ce qui s'est passé avant. Et dans un deuxième temps, de contraster un petit peu avec l'existant par notre intervention à nous, qui du coup est à l'inverse de la halle qui est complètement métallique. On a joué une intervention complètement en bois, très légère, complètement démontable. Quel type de difficultés vous avez rencontré? Alors les difficultés, elles sont multiples. C'est vrai que déjà à la base, quand on a un changement de destination, un changement d'activité, évidemment, le bâtiment n'est pas conçu pour accueillir la nouvelle activité. Donc, hormis les espaces qui ont été réaménagés, évidemment, et encore qu'il y avait quand même pas mal de bureaux, des petits ateliers qui étaient déjà en place, mais il y a eu, pour commencer, peut-être le problème de la charpente, puisqu'en fait, on a voulu suspendre des choses à la charpente, mais on ne peut pas suspendre ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y avait un poids qui était supporté par la charpente au départ. Il était question de ne pas dépasser ce poids admissible. Donc on a travaillé sur qu'est-ce qu'on démontait et qu'est-ce qu'on remettait à la place pour avoir un poids équivalent. Donc ça a été une des premières contraintes. Ensuite, il y a eu toute la partie sécurité incendie, qui est la partie que personne ne voit, mais sur laquelle on a bossé énormément. Parce que du coup, comme on est dans un bâtiment qui est, entre guillemets, impropre à l'utilisation de bureaux au départ, on a toute une série de ce qu'on appelle des mesures compensatoires. C'est-à-dire qu'on va au-delà des normes pour pouvoir pallier en fait une déficience initiale du bâtiment. Puis après, il y a tous les problèmes thermiques, acoustiques qui se joignent à Par tout exemple, ça. sur le risque incendie, aller plus loin, concrètement, ça a voulu dire Ça quoi? veut dire, par exemple, dans ce cas de figure, rajouter 30% de désenfumage en toiture, avoir des issues en plus et avoir de la détection, par exemple, dans tous les locaux. D'accord. Mm. Et l'acoustique aussi, vous disiez? Et l'acoustique, c'est un point particulier aussi, parce que la halle en elle-même, elle est un peu passoire, donc ça veut dire que le son s'échappe très facilement de la halle. Donc il y a ce souci de comment pallier à l'inconfort en fait des tiers, des voisins, mais il y a aussi un problème d'acoustique interne, c'est-à-dire que comment mettre de la musique, comment faire des événements comme on est en train de faire ici, il faut de la correction acoustique pour différentes activités, quoi.
Et c'est quoi comment justement corriger Eh l'acoustique? Parce que par là, ça a l'air exemple, de bien fonctionner, non? ouais. Non, pas trop. Disons que par exemple toutes les scènes, elles participent en fait à cette acoustique. Dans le bar, on a des panneaux suspendus qui participent aussi à l'amélioration de tout ça. Pour ce qui est de la gêne en fait par rapport au tiers, on a créé toutes ces sortes de sas qui permettent de régler quand même l'ouverture vers l'extérieur quand on fait de l'événement. Donc il y a un tas de petits dispositifs qui mis ensemble participent un petit peu, mais on est loin d'avoir répondu à toutes les questions, quoi. Mais vous étiez quand même assez libre pendant le chantier, c'était ça l'avantage, pratique d'accès, il n'y avait pas grand C'est sûr monde. que pendant le voilà, chantier, c'est du pain béni, quoi. Pour une fois qu'on se marche pas dessus et qu'on peut rentrer avec des engins, circuler, décharger, chacun travailler dans un endroit différent, pouvoir faire une rotation, en fait, des corps d'état et tout ça, c'est très rare, en fait. Donc, c'était vraiment une chance, quoi. Votre mission, elle est finie là, ou vous continuez à travailler sur certains points de l'altropisme? On va dire que c'est jamais fini, c'est l'objectif d'ailleurs, parce que pendant 11 ans, normalement, l'idée c'est qu'on se renouvelle, qu'on se réinvente un petit peu. Après la première tranche de travaux qui a été inaugurée au mois de janvier, on a complété en fait des pièces qui étaient encore non aménagées jusqu'à maintenant, à savoir l'atelier de menuiserie, qui est une salle un peu polyvalente, qui accueille des expositions, des choses comme ça, et des bureaux sur l'ancienne partie technique de la chaufferie, plus tous les extérieurs. Et Vincent en a parlé en introduction. En effet, là, on est sur comment composer avec l'ancien, tout en pensant les usages de demain. Donc là, il y a plein d'aménagements spécifiques, modulables. Ce qui est là, évidemment, n'est pas figé. Enfin, vous pouvez un peu détailler ce concept? Aujourd'hui, ce qui est là n'est pas figé, parce que par exemple, tous ces modules en bois que l'on a construits, ils se veulent démontables, à terme réutilisables, parce qu'au bout de 11 ans, peut-être qu'on pourra les réutiliser. Il va de même que tout le bois qu'on a utilisé à l'extérieur ou à l'intérieur, il y a des choses qu'on pourra récupérer. Après, évidemment, pas tout, mais il y a une volonté quand même de récupérer tout ça, quoi. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée là de faire un espace dédié plus à l'événementiel, aux rencontres ici? Pourquoi ici et pas à un autre endroit? Donc ça faisait partie du cahier des charges d'avoir un espace qui soit communicant avec le restaurant, qui puisse accueillir différentes activités, différents événements. Il s'avère qu'il y avait les ponts, en fait, comme le disait Vincent tout à l'heure, qui se prêtaient complètement à faire une scène dessus. Alors comme on en avait deux, on s'est dit pourquoi on ferait pas une scène biface, en fait. Donc on y travaille, mais ça fonctionne pas mal selon les cas de figure. C'est vrai qu'en mode conférence, ça marche pas mal. Il y a plein d'objets qui ont été gardés, ou des matériaux, des objets de l'ancienne vie de cet espace, de cette halle. Vous pouvez un peu expliquer, détailler ça? Donc il y a les ponts, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a par exemple, si vous regardez le bar, il y a des énormes tuyaux qui font la déco de la partie basse du bar, qui en fait sont des éléments qu'on a récupérés des anciens chauffages au gaz qui étaient suspendus au plafond et qu'on a mis bout à bout pour faire la déco. Il y a toutes les affiches que vous voyez un peu éparpillées de partout. C'est des affiches de prévention des risques pendant le chantier liées à l'activité qu'avaient les militaires sur place. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on a souhaité garder. Pareil pour je ne sais pas si on les voit d'ici, on a des espèces de gros aspirateurs qui sont suspendus à la charpente, des gros tuyaux rouges en fait qui servaient à faire évacuer les fumées en fait des moteurs. C'est-à-dire que pendant qu'ils réparaient, ils mettaient en marche les véhicules et du coup, on venait plugger cet aspirateur pour pas qu'il soit envahi par les fumées. Donc tout ça, on l'a gardé aussi. Ça fait partie de ces éléments caractéristiques en mémoire du lieu, quoi. Et vous êtes une spécialiste de ce type de mission. Vous travaillez sur d'autres projets analogues? Non, je ne peux pas dire que je suis spécialiste des tiers-lieux, c'est pas vrai. Déjà, je suis architecte, donc normalement, j'ai envie de dire que c'est un métier un peu large. Contrairement aux étiquettes qu'on nous donne de temps en temps, on est censé faire différents types de projets. Donc c'est l'idée. C'est vrai que depuis un certain temps, je fais beaucoup de bureaux, j'ai fait du culturel, je fais de la scéno. Bon, j'espère que ce projet m'apportera d'autres tiers-lieux aussi, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et est-ce que vous diriez que c'est une atmosphère unique à Montpellier? Parce que des tiers-lieux de ce type, il y en a plein dans d'autres métropoles, d'autres villes et en Europe évidemment, mais à Montpellier, c'est assez unique, non, quand même? À Montpellier, je pense qu'effectivement, c'est une opportunité unique parce que déjà des bâtiments industriels, on n'en a pas beaucoup.
mais surtout de 4000 mètres carrés, ça court pas les rues non plus, quoi. Après, je pense qu'il y a d'autres lieux qui ont du potentiel, qui peut-être vont voir le jour, mais peut-être pas de cette échelle-là, je pense. Alors, vous êtes montpelliéraine, vous êtes architecte, vous avez conçu, participé à la conception de ce projet. Est-ce que parfois, quand vous vous baladez à Montpellier, vous passez devant des endroits et vous vous dites, ah tiens, là, il y a peut-être matière à réemploi, c'est dommage, ou il faudrait y aller, ou oui? Bien sûr, tous les jours. Enfin, c'est de la déformation professionnelle au quotidien, ça. Il y en a plein, mais encore une fois, pas de cette échelle-là. Mais je pense que, notamment avec le réaménagement des quartiers de la gare et tout ça, il y a une volonté, si je ne me trompe pas, quand même politique, de faire surgir des endroits qui soient un petit peu hybrides, un peu plus axés sur du collaboratif ou du collectif, quoi. Donc, Vous voulez, M. Pérez, vous voulez intervenir là-dessus ou... Non, sur le fait qu'il y a peut-être d'autres pistes de lieux qui pourraient être réemployés ailleurs à Objectivement, Montpellier n'a pas un grand passé industriel comme les villes du nord de la France ou de l'Europe, du nord de l'Europe. Donc effectivement, à Montpellier, on a assez peu de tènements qui nous permettent de le réaliser. Donc si c'était une véritable opportunité, nous l'avons saisi avec la métropole et puis l'aménageur, la SA3M. Hein. Ce bâtiment nous appartient. Il a été acheté par la ville et puis ensuite par la SA3M au moment où l'ensemble du site a été racheté à l'armée. Eh bien, le choix qui a été fait, mais on en parlera tout à l'heure, c'est de garder un certain nombre d'équipements qui pourraient être demain transformés d'ailleurs. Hein. Là, on a fait le choix de l'utiliser et de l'exploiter. Il y aurait pu avoir ici à l'intérieur une association. D'ailleurs, certains y avaient pensé, se dire, tiens, c'est un magnifique lieu, on peut avoir un lieu associatif, d'événements, etc. Et ce n'est pas le choix que nous avons fait, parce qu'on voulait que tout cela s'inscrive dans l'économie. Quand l'économie retrouve le vivant, eh bien, il se passe des choses assez extraordinaires. Et quand Jordi Castellano et puis Vincent sont venus voir la métropole tout d'abord, et puis après la SA3M, eh bien, ça a de suite fonctionné. Parce qu'on s'est posé cette question, c'est quoi votre modèle économique? Comment ça va fonctionner? Au-delà, bien sûr, de l'intérêt de développer les industries culturelles et créatives, on y reviendra aussi, mais le premier point, celui qui était essentiel pour nous, c'est le modèle économique, le vivant. Et c'est du reste, grâce à cela, en fait, cette discussion que nous avons eue, on a fait le choix de passer un bail de 11 ans, et comme vous l'avez dit, je le précise, un bail de 11 ans, aujourd'hui, très clair, dans lequel ce lieu est affecté aux industries culturelles et créatives, dans le modèle qu'ils sont en train de développer et que la métropole accompagne, que nous accompagnons. Nous avons fait tous les travaux en fait, de mise en sécurité, la transformation de ce lieu militaire en bâtiment recevant du public. C'est ce que vous avez expliqué, en tout cas pour la partie d'accessibilité. C'est nous qui avons fait les travaux, c'est à peu près 1 million d'euros quand même. Hein. Et puis ensuite, vous avez fait bien sûr tous les aménagements intérieurs pour permettre ces magnifiques activités que nous avons aujourd'hui. Et encore une fois, je vous félicite tous les deux parce que l'événement que vous faites, c'est-à-dire le métropolisme, je pense que ça n'a jamais été fait nulle part ailleurs et que c'est un regard différent, une autre façon d'imaginer la ville de demain. C'est un regard différent. La preuve, quand on voit ce tour de table, c'est la première fois que eh bien, je suis amené à discuter avec des futurs habitants. Et puis finalement, la ville, on l'a fait pour les habitants. Quoi de plus normal que de travailler avec eux? Et puis quand des gens éclairés, que sont nos amis ici de l'altropisme, ont ça dans leur intention, bien sûr, on les accompagne. Voilà. Okay. Madame Aviani, sur la logique du réemploi, il y a quand même encore des marges de progression peut-être dans l'accept. Enfin, ça coule pas forcément de source pour tout le monde, ça plaît pas à tout le monde là. Bon, vous êtes là et nous sommes tous réunis ici, donc c'est que nous on est peut-être convaincus déjà, on n'est plus à convaincre, mais enfin ça coule pas de source pour tout le monde, ça plaît pas à tout le monde en fait. Je crois que vous avez une anecdote, vous l'avez fait visiter à je peux le dire, hein, ouais, à vos parents et ils ont dit vous aviez plus d'argent, vous avez pas mis de la peinture, enfin c'est ça. Donc pour dire qu'il y a quand même un travail de sensibilisation à faire autour de nous et que ça va jusqu'à dans sa famille, je pense. C'est vrai que je pense qu'il y a une volonté politique au départ d'ouvrir les portes en fait de ce type de projet.
Et encore, quand on est dans des villes un peu plus conséquentes, c'est vrai que les gens sont peut-être un peu plus ouverts d'esprit, il y a un peu plus de références en tête, ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les petites communes, en tout cas de celles que je connais pour ma part. Il y en a beaucoup entre chez nous et Logard, par exemple, qui ont des bâtiments à potentiel, mais qui n'ont pas, on va dire, le politique en face, qui est ouvert d'esprit, qui est attentif et qui y voit un potentiel, en fait. Donc forcément, ça limite un petit peu... Merci, merci Madame Aviani. Merci. Vous restez bien sûr avec nous et on va enchaîner. On dézoome un petit peu avec vous, Monsieur Percheron, pour parler du quartier, si vous le voulez bien, du quartier de EAI. Donc vous êtes architecte urbaniste, hein, je répète, et vous travaillez avec l'agence Westate sur l'EAI. Quel a été le thème principal pour l'étude de ce quartier en tant qu'urbaniste? Qu'est-ce qui a présidé à la réflexion Bonjour. Il y a eu plusieurs thèmes qui ont présidé à cette réalisation, enfin en tous les cas ce projet, puisqu'il est en voie de réalisation. Le premier, ça a été le respect de l'histoire et du site. Je pense que l'analyse qu'on en a faite de ce site nous ont vraiment orientés vers cette recherche du respect et du réemploi des éléments qui le constituent, qui ne sont pas uniquement les bâtiments, il y a les bâtiments, mais aussi la végétation, il y a aussi un mur d'enceinte. Donc c'était vraiment un élément important. C'était de se poser la question comment une caserne pouvait devenir un lieu d'habitation. Et donc là aussi, on s'est reposé la question de comment on transforme ce site, comment on va le rendre vivable, même si déjà la caserne était un lieu, un peu une micro-ville, puisque c'est vrai que c'était un lieu d'habitation, de travail, d'activité, de loisirs parfois. Il fallait tout réinventer. Et on l'a réinventé en s'inspirant du modèle périphérique, c'est-à-dire le faubourg. C'est la base de l'urbanisation périphérique qui nous a vraiment inspiré là-dessus. Et puis donc l'enjeu, c'était de connecter ce quartier au reste, tout en gardant son identité. La halle, il avait été question à un moment de pas forcément la conserver. Pour vous, c'était très important qu'elle reste. Pourquoi? Oui, alors la halle, parce que d'abord, c'était pour nous un objet architectural très qualitatif, même si d'aspect de l'extérieur, ça ne paraît pas comme ça, mais c'est vraiment un élément architectural comme d'autres, mais entre autres celui-là. Et puis la halle, c'était aussi la concrétisation d'un projet qu'on avait eu depuis le début de notre intervention sur ce site. C'était de se dire comment on peut occuper provisoirement le site avant qu'il ne prenne forme et qu'il se transforme définitivement. Ça avait deux aspects importants. C'était l'aspect d'accueillir sur le site déjà des activités qui pouvaient préfigurer le futur de ce site. Et puis deuxièmement, c'était occuper le site pour éviter qu'il soit dégradé, paupérisé, squatté. C'était une des grandes craintes qu'on pouvait avoir. Et l'usage de cette halle, je trouve, est vraiment une démonstration de la qualité de cette recherche. Et le choix de maintenir, de garder la halle, c'est lié avec la programmation de l'implantation de l'ESMA, de l'École supérieure des métiers artistiques, excusez-moi, ou c'est déconnecté? C'est-à-dire que, disons que le projet de l'ESMA, quand il est intervenu, a été une vraie locomotive par rapport au développement de ce site, et que finalement les activités qui se font dans la halle ne découlent pas, mais sont en complémentarité de ce qui va se passer sur l'ESMA. Et donc il y a cette recherche, mais pas uniquement d'ailleurs avec l'ESMA, il y a aussi avec le projet de radio et d'autres projets. Il y a une recherche de complémentarité, de mettre en commun des équipements. Enfin, ça, je trouve que c'est un esprit qui est assez nouveau et qui est assez novateur dans l'esprit de ce qui se passe sur ce site. Monsieur Pérez, là-dessus? Oui, si vous me permettez juste de compléter sur, bien sûr, le parti politique qui est retenu ici. C'est d'accompagner les industries culturelles et créatives
que ce soit les étudiants. Alors, Karim Kenesi n'est pas là cet après-midi, mais lui, il est un formidable aussi booster de cet écosystème. Donc, une école, une des meilleures au monde, hein. Le directeur de l'ESMA, voilà. Karim Kenesi, ici, il forme 1600, il y aura 1600 étudiants ici, et quand ces étudiants sont formés sur la 3D, sur les films 3D, sur les dessins animés, eh bien, ces étudiants, quand ils finissent leur scolarité, vous avez une conférence de présentation, et tous les grands studios américains du monde, d'ailleurs, sont ici pour récupérer les étudiants. Ce qui prouve que c'est un véritable moteur. Et puis, l'idée, c'est d'accompagner toutes les entreprises, des étudiants, donc des étudiants. La première idée, on peut les retrouver ici dans des locaux finalement qui sont assez peu chers, puisque c'est aussi le réemploi. Tout à l'heure, on évoquait ce sujet, mais évidemment, c'est beaucoup moins cher que de construire un bâtiment neuf. Et donc, les loyers sont beaucoup plus bas. Et puis, on peut surtout proposer des solutions tout à fait modulaires avec les boîtes que vous avez imaginées, qui sont plus ou moins grandes, et donc, et puis des services aussi aux différentes entreprises qui s'y installent. Donc, c'est un écosystème qui s'accompagne. Et nous allons poursuivre, nous, cela, bien sûr, sur l'ensemble de ce site, avec, François vient de le dire, avec l'ancien musée que l'on va restaurer, réhabiliter. Là aussi, assez peu de travaux à réaliser pour pouvoir y installer des entreprises dans les ICC. C'est la deuxième étape, parce que là, on aura des locaux un petit peu plus grands. Après qu'ils sont sortis d'ici, ou après l'école, eh bien, le musée va être complètement restauré. On aura près de 5000 m². Bon, bien sûr, on va prendre le musée, il fait 2500 m², on va le doubler avec une partie neuve. Et puis, un projet, alors là aussi, complètement novateur et qui va faire référence, sera une référence mondiale, on le sait déjà, avec RadioAct, dans les anciens ateliers qui sont juste à côté du musée, là, qui sont aujourd'hui, franchement, quand on les regarde, on se dit on aurait pu les démolir. Bien non. L'intérêt de tout cela, c'est de garder cette mémoire du lieu, comme François l'expliquait tout à l'heure. Une cohérence, mais aussi une cohérence dans l'accompagnement des entreprises. Bien sûr, il y aura du neuf, de l'ancien, on va mettre du neuf au-dessus de l'ancien. Tout cela pour préserver cette âme de la ville ancienne, en tout cas de ce qui s'est passé ici, de ce passé si glorieux quand même, et puis toute l'innovation avec les industries culturelles et créatives. Vous voyez, je dis il n'y a pas d'industrie sur Montpellier. Là, c'est industrie culturelle et créative. Il y a une vraie industrie. J'étais ce matin avec Philippe Sorel, on devait rester une demi-heure, on est resté 1h30 chez Ubisoft. Force est de constater que là, il y a 35 sites au monde, mais ici, il y a des développements incroyables. Et il nous disait, on a besoin encore plus que vous puissiez être avec nous pour accompagner des entreprises qui vont travailler avec nous. On a besoin d'un écosystème, on a besoin des écoles, l'ESMA bien sûr et d'autres, pour se développer. Et on a choisi Montpellier. Parce qu'on a toutes les conditions pour réussir et aussi une qualité de vie. Et la qualité de vie, c'est celle des quartiers. Donc on en parlera tout à l'heure, je le sais, mais bien sûr, quand on fait ce site ici, on n'oublie pas que l'on travaille, on consomme, on vit, et on propose des logements à tous les habitants, quel que soit leur niveau de revenu, avec du logement social, du logement abordable, du logement libre, bien sûr, et tout cela dans un ensemble et dans un quartier. Et on imagine la ville aujourd'hui avec différents quartiers juxtaposés les uns et les autres, reliés par les mobilités. On parle beaucoup du vélo. Oui, le vélo, c'est important. Alors, on a du travail à faire, on le sait, tout n'est pas terminé, mais je vous garantis, en moins de 5 ans, Montpellier sera l'Amsterdam du Sud, parce qu'on travaille énormément avec la métropole sur le vélo, sur la place du vélo. Le tramway qui va traverser le quartier, si on parle du quartier. La ligne 5, on peut la critiquer, mais enfin la ligne 5, elle va relier ce quartier, mais aussi tous les quartiers un peu populaires de la ville. Et donc ça aussi, ce sont des éléments de connexion, des mobilités douces, qui permettent d'animer la ville avec une vision écologique et humaniste. Okay. Monsieur Percheron, sur comment la trame des bâtiments existants, des casernes qui allaient être conservées, comment cette trame a été dessinée? Alors, on a fait un travail de recensement des bâtiments.
Et ce travail a consisté à d'abord voir quels étaient les bâtiments intéressants architecturalement, de bonne qualité, et avec une capacité à être convertis à d'autres usages que ceux qu'ils avaient actuellement, ou du temps des militaires. Donc une fois qu'on a eu ça, il y a eu une procédure de démolition des bâtiments qu'on ne voulait pas conserver et qui, pour la plupart, étaient vraiment inintéressants ou dangereux ou très amiantés, puisqu'il y avait aussi cette problématique de l'amiante. Il faut dire aussi que la politique de démolition a généré aussi le réemploi de matériaux. Les matériaux de démolition ont été réemployés, stockés sur le site et reconditionnés et réemployés, ce qui était assez intéressant. Et puis une fois donc on a sélectionné les bâtiments que l'on conservait, on a composé à partir de ces bâtiments et à partir de l'orthogonalité qu'ils proposaient à l'intérieur du site, on a proposé donc la morphologie d'un nouveau quartier. Et là, en composant ce quartier de différents éléments qui sont choisis à la fois pour créer de la diversité à l'intérieur, pour se rapprocher du modèle du faubourg, mais aussi pour offrir un maximum de possibilités de logement et de variété de logement. Donc on se retrouve à organiser sur ce site des logements qui soient maisons individuelles, maisons superposées, petits collectifs, immeubles collectifs de moyenne ou de grande taille. On va jusqu'au R+6, 7. Et puis après des modèles de collectifs avec des immeubles en L, des immeubles sur cour, des immeubles à patio, etc. Et en composant tous ces éléments-là sur un schéma, on arrive aussi à organiser un espace public très varié et qui va, à notre sens, donner la qualité de ce quartier. Alors, l'espace public, j'entends la place. Il y a la place d'Armes qui va être recomposée avec des nouveaux bâtiments. Il y a toute une déambulation de mailles autour de la place d'Armes qui va être conservée. Il y a des voies de circulation qui vont être créées, mais créées uniquement pour la desserte locale. On a la chance d'avoir un quartier qui n'est pas pénalisé par des voies de transit, parce que ça aurait été vraiment difficile de les inscrire dans ce quartier-là. C'est pas le cas. On a uniquement de la desserte locale et des espaces publics piétonniers. Et c'est sur combien d'années tout ça? C'est sur 10 ans, 15 ans? Enfin, c'est un aménagement progressif au long cours, non? Oui, c'est au long cours, mais après, c'est assez difficile de donner des combien de logements durées. Combien de logements prévus, Monsieur Pérez? C'est quoi, c'est 2000 Il y aura à peu près 1900 logements sur la caserne. Ouais. Ok, environ. Un enjeu important, je crois, pour vous, c'était que la ZAC soit, enfin la ZAC, la zone d'aménagement concerté, ici, donc ce quartier, soit bien identifié. Ouais. C'est-à-dire? Oui, ce qu'on voulait, et on pense que le quartier avait la chance de préexister, donc d'avoir un passé, d'avoir une histoire. Et donc, on a voulu à tout prix partir de cette histoire-là pour recréer le nouveau quartier. À la différence de d'autres quartiers ou d'autres ZAC sur Montpellier, qui partent de terrains vierges complètement sans ancrage. Ici, on avait un ancrage extraordinaire. Les bâtiments qu'on a conservés, bien entendu, la végétation, et puis ce mur d'enceinte qui peut paraître assez rédhibitoire pour un quartier, mais qui pour autant recèle énormément de richesses. On l'a analysé, on a vu toutes les variations que ce mur d'enceinte pouvait apporter. Et tout le jeu de conception et d'imagination qu'on peut avoir en jouant avec ce mur, soit en construisant derrière, par-dessus, en le détruisant, en réemployant des ouvertures qui existent, en inscrivant des bâtiments à l'intérieur, etc. Ouais, parce que ça peut sembler contradictoire, mais peut-être que je me trompe, de conserver un mur d'enceinte tout en voulant ouvrir le quartier sur la ville. Oui, c'était contradictoire, mais on a, nous, créé toutes les liaisons qu'on pouvait créer avec les quartiers environnants. On a peu modifié l'équilibre vis-à-vis des quartiers environnants en conservant ce mur de clôture, qui en fait devient un mur de clôture, mais qui aussi génère derrière des espaces secrets, des espaces intimes qui ont une vraie qualité. Donc, et puis on retrouve l'empreinte de cette caserne. Et c'est vraiment ce qu'on recherchait
Et même question qu'à Madame Aviani, vous continuez bien sûr à travailler sur ce projet encore, pendant encore plusieurs années. Ah ben oui, on est architecte en chef, donc on va poursuivre toutes les réalisations. On organise les consultations sur la base de fiches de l'eau pour pouvoir permettre aux opérateurs futurs d'organiser leurs projets. On vérifie les projets, on donne des avis, on donne des prescriptions, voilà, on oriente. Et d'ailleurs, en termes de prescription, là aussi, on a voulu être dans l'entité et l'identité de ce quartier-là, en essayant de promouvoir dans les projets une architecture à l'échelle ou à l'image, en tous les cas, de celle qui était l'architecture militaire, c'est-à-dire avec les qualités de sobriété et de simplicité qu'elle pouvait donner. Donc on a essayé de traduire ça sur des projets beaucoup plus divers, mais en conservant ces qualités. Et une des qualités que l'on prône le plus souvent sur les projets futurs, c'est la qualité du détail. On essaie d'asseoir la qualité de ces constructions sur la qualité du détail architectural, qui nous semble être un vecteur vraiment qualitatif principal. Donc simplicité, sobriété, c'est un peu la marque de fabrique que vous voulez imprimer à ce quartier. Voilà, tout à fait. Oui. Ok, d'accord. Merci, monsieur Percheron. On reste dans le quartier avec vous, Madame Delande et Monsieur Pacou. Donc, je rappelle que vous représentez le collectif association de plusieurs habitants, donc Le Pic, École et Calme. Vous portez un projet d'habitat participatif sur cette ZAC. C'est un programme, je crois. Vous pouvez rappeler les chiffres clés de ce programme? Donc l'association effectivement s'appelle Le Pic École et Calme, donc pour faire le lien avec le Pic, la caserne Le Pic. Col, c'est pour collectif, et Calme, c'est pour le parc Montcalm, plus le petit jeu de mots qui va avec. Projet d'un immeuble de 20 appartements pour 20 foyers. On a commencé à travailler en avril 2016, donc ça fait déjà 3 ans et demi. Le but devrait arriver vers la fin du premier semestre 2022, donc c'est du travail au long cours. Mais bon, on aura probablement l'occasion d'en reparler. Et vous êtes en plein dedans, là, puisque vous avez une réunion aujourd'hui même, je crois, avec les architectes Exactement, oui. Ouais. On a une première réunion de co-construction avec notre architecte ce soir à 18h. Bon. Donc on est très très contents. Et ce sera où précisément votre immeuble dans le quartier? Alors, quand vous arrivez par l'avenue Le Pic, vous avez l'entrée, 2 petits bâtiments qui sont conservés. Et notre bâtiment, enfin notre projet se situait sur la partie gauche, un peu au-delà du bâtiment de gauche, le long du mur d'enceinte. C'est pour ça que ce que disait Monsieur Percheron nous intéresse énormément, puisque le mur d'enceinte doit faire partie ou pas du bâtiment. On verra comment ça sera traité. D'accord. Pourquoi vous avez choisi le quartier de l'EAI pour porter ce projet d'habitat participatif? Vous avez hésité, entre guillemets, entre différents sites sur la métropole, ou c'est juste parce qu'il y a eu vous aviez un coup de cœur pour ce quartier, je veux dire, ou est-ce que c'était lié juste à un appel à projet auquel vous avez répondu? Alors au départ, la volonté du groupe, c'était de vivre en ville, donc d'être plutôt sur le centre de Montpellier. Et puis le choix du quartier, de l'emplacement, ça a été aussi suite à la mise en route de la conception de ce quartier. Il y a eu des opportunités ici. Et donc voilà, le groupe a accepté avec plaisir les propositions qui ont été faites. D'accord. Sur le thème du réemploi, donc là, vous n'allez pas vous installer sur une caserne existante, je crois, mais il y a quand même une préoccupation du réemploi. Vous pouvez détailler? Oui, il y a une préoccupation du réemploi. Alors, c'est une préoccupation qui est plus large à l'échelle du groupe sur les problématiques environnementales, mais en particulier sur le réemploi, on a eu quelques échanges, notamment sur la question de l'utilisation de terres. Il y a aussi des envies de réemploi qui vont discuter avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, avec les concepteurs, de réemploi d'autres matériaux à voir selon ce qui va être disponible, ce qui va être faisable. Ça peut être quoi, par exemple?
Ça peut être quoi? Alors là, on n'est vraiment pas allé loin sur la question du réemploi en dehors de la question de la terre, qui est vraiment une préoccupation, qui est devenue une préoccupation du groupe. Et comment rendre ce patrimoine, tout ce patrimoine ancien, très riche, qui va être habité, donc, enfin, comment le rendre le plus vivant possible? Quelles sont vos attentes là-dessus? Alors là aussi, les attentes, elles sont de plusieurs ordres. Il y a la question, sans trop rentrer voilà, dans les polémiques oui. politiques, parce que M. Pérez n'est pas maire de Montpellier, enfin pas encore. La première chose qui nous a beaucoup intéressé sur le quartier, c'est que justement, il était question de conserver de la végétation, et c'est une très grosse envie du groupe d'avoir de la végétation. Donc ça a tout de suite accroché sur cette question-là. Même si on se retrouve évidemment pris dans la contradiction, dans nos propres contradictions en quelque sorte, de vouloir à la fois vivre en ville et avec un grand jardin dans un immeuble. C'est forcément un petit peu compliqué. Mais du coup, effectivement, l'envie de pouvoir partager des espaces extérieurs, des espaces communs est quelque chose qui compte beaucoup pour nous. D'accord. Madame Delande, vous voulez rajouter quelque chose? La question, c'était sur l'ouverture, maintien de... Non, c'est comment rendre ce quartier le plus vivant possible, parce que bon, enfin, c'est l'objet d'une table ronde demain, je crois, sur... à la rigueur, c'est pas tout de mettre des habitants pour que ça fasse un endroit inclusif, agréable, vivant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que vous attendez? On est un collectif d'habitants, donc on se positionne pas sur la partie architecturale. S'il y a des spécialistes mais en termes d'usage. Par contre, on est pour nous, c'est très important pour une question de mixité sociale, d'ouverture vers le quartier, de travailler avec ce qui existe déjà ou ce qui est à construire. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a posé dès le début de la fabrication du groupe, on va dire. L'ouverture vers le quartier, l'implication en local. Et j'ai été très intéressée, et à la fois vraiment satisfaite d'entendre M. Pérez dire c'est la première fois que je me retrouve dans une table ronde avec des habitants. Et ça prouve bien que malgré tout, on arrive les uns et les autres à faire bouger des choses. Et ça, c'est très... Voilà, nous, en tant qu'habitants, on est contents, on se dit qu'on fait une petite part d'une trace qui va pouvoir déboucher sur quelque chose. Voilà. M. Pérez ? C'est le seul projet d'habitat participatif sur le quartier. Sur le quartier, pour le moment, c'est celui qui a été retenu, en tout cas. Juste, vous parliez d'implantation. L'implantation est tout à fait exceptionnelle pour vous. Vous allez être à côté de la crèche, qui est à l'origine d'ancienne chapelle. Il y avait une très belle chapelle ici qui était utilisée par les militaires, que l'on va restaurer, réhabiliter avec la ville. C'est la ville qui le fait. Et on aura une très belle crèche. Bon. Quand vous êtes venu nous voir, en fait, et je me souviens un samedi matin dans le bureau de Philippe Sorel, eh bien, on a vu face à nous un collectif engagé avec des habitants qui venaient d'horizons différents et qui avaient envie de partager ensemble une expérience, de vivre ensemble, en fait, à l'intérieur d'un quartier, mais aussi à l'intérieur d'un immeuble. C'est-à-dire que on dépasse. Alors c'est plus tellement l'immeuble qui est un sujet, c'est la façon de vivre ensemble. Et donc c'est ce qui nous a évidemment tout à fait intéressés. Et donc on a fait le choix, nous aussi, en tout cas, de vous accompagner. Alors on avait attiré votre attention. Alors c'est pas la première expérience que l'on vit, mais ce type de montage, on le voit bien. Vous l'avez dit, ça fait déjà 3 ans et demi que vous travaillez ensemble, et peut-être qu'il y aura des parties en ligne tout le long de ce long chemin que vous traversez pour construire ensemble un projet de vie qui se traduit dans un bâtiment. Eh bien, bien sûr, ce long chemin, il faut qu'il soit accompagné. C'est-à-dire que pour nous, c'est aussi un métier que d'organiser un bâtiment, en fonction des besoins des habitants. Et donc, nous, on a souhaité que vous puissiez être accompagné par un AMO. Alors, il est là, Monsieur Singer. Il est avec vous ce jour-là, mais la première fois que nous avons rencontré un collectif, ils sont venus tout seuls. Donc là, c'est important qu'ils puissent être accompagnés, des gens qui ont l'habitude de la construction, qui ont l'habitude de cette vie collective. Donc ça a été le cas. Et donc ça nous assure, nous, une certaine garantie, en fait, que finalement, au bout du compte, eh bien, ce projet va se réaliser, parce que l'essentiel, c'est qu'il se réalise, et qu'il se réalise aussi dans la continuité
opérationnelle du quartier. Parce que quand on imagine, on disait tout à l'heure, c'est une dizaine d'années pour construire tout cela, eh bien, on a des secteurs d'aménagement qui se font. On ne peut pas imaginer que ça se construise un petit plot par-ci, un petit plot par-là. Donc, il doit y avoir une cohérence opérationnelle pour que ceux qui arrivent ne soient pas gênés par ceux qui vont arriver. Et en tout cas, les constructions le moins possible. Et puis, il y a des contraintes techniques. Bon, celles-là, on pourrait... Elles ne sont pas si importantes que ça, finalement. Le plus important, c'est que le quartier puisse avancer dans une logique de cohérence. Et donc, oui, l'habitat participatif est un modèle qui est intéressant. On ne peut pas, évidemment, le faire partout. En tout cas, on ne peut pas le faire qu'il n'y ait que ça comme type de construction. Mais moi, je trouve que c'est intéressant parce que dès le début, ce sont les habitants, les futurs habitants qui construisent leur projet et également un projet de vie. Et j'espère, en tout cas, on n'a pas cette expérience en réalité. On va voir. Si, on l'a déjà sur les grisettes. Tiens, eh bien, je pense que ça apporte aussi un élément de valeur ajoutée dans le quartier, puisque là, on a des gens qui ont décidé d'être ensemble et qui normalement font rayonner cette envie et devraient faire rayonner cette envie dans le quartier. En poursuivant le dézoomage, donc on a abordé la halle, le quartier, la métropole. Monsieur Pérez, ce quartier de l'EAI, pour vous, en quelque sorte, c'est un démonstrateur, c'est un laboratoire. Ça vous inspire pour la ville de demain sur d'autres aménagements? Alors, pour tout dire, j'aime pas beaucoup le terme de laboratoire, parce que laboratoire, ici, on n'a pas des gens qu'on est en train d'ausculter, ce sont des gens qui vivent les quartiers. C'était une image. Oui, je sais, mais j'aime bien juste dire qu'en fait, on n'est pas du tout dans cette logique. En fait, chaque quartier doit être empreint de l'esprit du lieu, en fait. C'est de l'endroit où il est, et finalement, les habitants, lorsqu'ils arrivent, ou lorsqu'on construit un quartier, il doit prendre en compte tout son environnement, le climat, le paysage, la biodiversité. Oui. Donc ici, ce quartier, il me semble acclimaté, en fait, avec le choix qui a été fait. Ce sont les architectes qui l'ont proposé quand il y a eu ce dialogue compétitif. Alors moi, je n'étais pas encore à la SERM, enfin à la CA3M, mais je trouve que ça a du sens de garder cet esprit du lieu. Et cette histoire, parce que c'est bien de savoir d'où on vient pour savoir où on va, quoi. Donc ça a une forme d'utilité. Donc oui, il y a d'autres quartiers sur lesquels eh bien, on peut imaginer un peu la même chose. Différemment, on n'a pas les mêmes... on n'a pas des tellement aussi importants. Mais c'est vrai que ça n'est pas spontanément dans l'ADN de Montpellier, parce que Montpellier s'est construit par l'expansion urbaine. De façon extrêmement forte à partir des années 80, tout le monde le sait ici, et l'arrivée de Georges Frêche et puis, au pouvoir, et puis ce projet qui a mené progressivement Montpellier vers la mer. Alors ça, on le continue bien sûr, donc c'est la ville neuve, on va dire, mais de plus en plus, on travaille sur le fait de refaire la ville sur elle-même, et c'est même un enjeu de société très important, hein, toutes les grandes villes le font, pour éviter l'étalement urbain. Bon, donc ça, c'est impératif. Et donc on retravaille chaque fois que c'est possible les cœurs de ville. Chaque fois qu'il y a des étalements fonciers, c'est Nouveau-Saint-Roch pour nous. C'est l'ancienne caserne près du Petit Bar là-haut. Avenue de Lodève. Avenue de Lodève, voilà, qu'on est en train également de complètement réaménager, avec des quartiers empreints de mixité sociale et de mixité urbaine, hein, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc oui, la ville, on l'a fait de façon un petit peu différente. Il faut refaire la ville sur elle-même. Certainement qu'il faut aussi y construire des lieux de plus forte intensité. Qui dit intensité dit peut-être plus de hauteur, parce que on ne peut plus imaginer comme avant de s'étaler. Et d'ailleurs le SCOT, c'est un pari politique très fort. Alors le SCOT, schéma de cohérence territoriale, je m'en excuse, qui a été voté par la métropole. Eh bien ce SCOT, il prévoit que seul 1/3 de l'espace est aménagé, et 2/3 sont laissés à la nature, la biodiversité, à l'agroécologie, dans cet amphithéâtre vert des Cévennes jusqu'à la mer. Et ça, c'est un pari politique extrêmement audacieux, extrêmement fort qui a été fait. Donc ce tiers de l'espace que nous aménageons, bien sûr, il y a encore un peu d'expansion. C'est Cambacérès, c'est Aude-à-la-Mer, sur la Tépérole, ou aux Actes de la République à Montpellier. Mais il y a surtout aussi un travail qui est fait sur la ville sur la ville. Il ne faut pas oublier, alors on dit souvent, oui, Montpellier, c'est la ville des bâtisseurs, des constructeurs, des promoteurs. Alors je le dis moi aussi, parce qu'ils sont importants dans la ville. Mais il faut aussi penser à réhabiliter, rénover les bâtiments anciens.
qui sont souvent des passoires thermiques, il faut faire de la rénovation thermique, et souvent ça coûte très cher. Et à l'évidence, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, du coup, on est obligé de travailler avec des gens qui sont déjà là et travailler sur la capacité financière et aussi leur engagement à changer leurs conditions de vie. Donc ça, notre métier, en tout cas d'aménageur, se transforme beaucoup parce que faire la ville sur la ville, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est tellement important pour notre planète. C'est plus complexe, c'est plus long, c'est plus cher. Enfin, il y a quand même beaucoup d'inconvénients. Mais quelque part, ce que vous voulez dire, c'est que vous n'avez pas trop le choix par rapport au foncier qui s'amenuise. On a toujours le choix. Simplement, c'est le choix qui a été fait de faire une ville plus intense, voilà, pour préserver la planète. Et ça, c'est un choix politique. Hein. Ah, merci. Oui, si je peux me permettre, alors donc toujours avec la vision de l'habitant, de rebondir sur ce que dit Monsieur Pérez, qui le voit d'une façon très très large et peut-être un peu d'une façon injonctive. Nous, en tant qu'habitants, on va le vivre personnellement, tout simplement parce qu'on va chacun diminuer nos mètres carrés. Et comment on arrive à faire ça? Moi, par exemple, j'habite actuellement dans 85 mètres carrés et l'appartement que je vais avoir, a priori, devrait faire une 60aine de mètres carrés. Comment on arrive à ça? Parce qu'on mutualise des espaces. Et donc, nous, habitants, on pense que c'est comme ça que l'avenir de la ville doit être vécu, c'est-à-dire qu'on mutualise des pièces communes, on mutualise des chambres d'amis, on mutualise des buanderies, et c'est comme ça qu'on arrivera à réemployer d'une certaine manière la ville existante, à revisiter la ville existante. Oui, moi je peux qu'abonder dans ce que vous dites, évidemment. Hein. En fait, la question qui est posée, que vous posez, c'est un changement de modèle. Le modèle français traditionnel, c'est le modèle de la maison individuelle. La maison, le jardin, et tout cela à perte de vue. J'allais presque dire les gilets jaunes, parce que c'est aussi les problèmes de circulation, d'encombrement des villes. Bien sûr, nous le connaissons ici, hein, mais peut-être un peu moins qu'ailleurs. Et donc, refaire cette ville, il faut la voir de façon différente, et qu'on puisse envisager un parcours résidentiel tout au long de la vie. On a peut-être besoin au début qu'une pièce et demie parce qu'on peut se la payer, puis après la famille s'agrandit, il faut 2 chambres, 3 chambres, et puis ensuite la famille diminue, il faut moins de chambres. Eh bien, c'est intéressant de se dire qu'on a la possibilité d'avoir une pièce supplémentaire qui peut se racheter par l'un ou par l'autre, des pièces partagées, un jardin partagé, parce que c'est aussi un lieu de sociabilité à l'intérieur de la ville, là où en fait, quand on faisait des banlieues, où on construisait ces grandes barres, qu'on est en train aujourd'hui de retravailler avec le grand projet en rue pour ce qui nous concerne. 1 milliard d'euros seront investis dans le quartier La Paillade, fait à partir de 1961. Eh bien, c'est une autre façon de vivre, plus sociale et finalement plus respectueuse de l'environnement. Et je trouve ça particulièrement intéressant. Accompagner aussi, j'ai un autre sujet parce que c'est ce qui traverse aujourd'hui notre quotidien, c'est l'intelligence artificielle, le numérique avec tous nos smartphones. On sait bien qu'aujourd'hui la ville pourrait prendre un risque de s'uniformiser par le fait de la proximité que nous avons avec la planète. Eh bien, tous les services qui nous sont proposés par justement le numérique, l'intelligence artificielle, si on y travaille bien, si on les prend avec en tout cas en étant bien, faisant une précaution qu'il soit utile pour chacun d'entre nous, eh bien ça peut être aussi un élément qui permette de mieux vivre. Je pense aux conciergeries de quartier, que l'on va le développer. D'ailleurs, j'en profite pour dire que sur ce quartier, comme sur tous les quartiers neufs de la ville, avec la métropole, vous avez un petit démonstrateur là-bas, mais c'est une partie de ce que nous allons faire. Eh bien, on va développer une plateforme numérique de quartier que l'on va appeler CERM.cité. Alors, excusez-nous, c'est la CERM qui va la développer. On est en train d'y travailler. D'ici cette fin d'année, elle fonctionnera sur nos nouveaux quartiers. Eh bien, cette plateforme numérique de quartier va permettre, d'une part, d'avoir une parfaite connaissance du bâtiment, de sa gestion, de la gestion de sa consommation d'énergie. On l'a déjà testé, ça marche déjà sur la Mantille et la Mantilla sur Montpellier, à Port-Marianne. Et puis à côté de ça, il y aura un autre volet qui est un bouquet de services
avec toutes les startups de Montpellier. Parce qu'ici à Montpellier, on a plein de startups dans le domaine de la property, c'est-à-dire de l'immobilier, de l'urbanisme. Eh bien, on va utiliser toutes ces entreprises avec qui on travaille, on a signé des conventions avec elles, eh bien, vont apporter des services aux habitants. Et tout cela, en fait, quand je raconte ça, c'est en fait la ville, elle est plus uniquement pensée que dans ces grandes conceptions, ces grandes visions urbaines. Bien sûr qu'il faut l'avoir avec beaucoup d'humilité, hein, franchement, quand on voit l'évolution du monde aujourd'hui, mais aussi au plus près des habitants. Et quand on est au plus près des habitants, je vois Carmen Santana qui est en face de moi, que je salue, eh bien, il faut penser à la flexibilité, à la réversibilité. Et tout à l'heure, Vincent Cavaroc le disait, ce parking là qui est si important là à Saint-Roch. Bon, après, il va être enserré dans la ville quand tout sera construit. Eh bien, ce parking, demain, il peut se transformer en bureau quand peut-être, il y aura moins de voitures en ville. Il a été conçu pour être transformé, c'est ce que vous voulez dire. Pour être potentiellement transformé. Il y a assez peu d'immeubles comme ça. Bon, elle le dira tout à l'heure, mais il y a assez peu d'immeubles comme ça. Et quand je vais même à Nantes, par exemple, où là, il y a un démonstrateur sur l'île de Nantes, où il faut un quartier, sur les ICC, etc. Eh bien, quand il y a des quartiers, quand il y a des parkings, ils ne sont pas réversibles. Eux, ils n'y ont pas pensé avant. Le directeur de la SPL est un ami, je lui dis tiens, c'est dommage, je vous y ai pas pensé. Oui, mais on n'y a pas pensé. Voilà. Donc voilà, tant pis, ça restera un parking. Nous, l'important en fait dans tout ça, ce que je suis en train de dire en fait, c'est cette capacité à avoir la plus grande flexibilité, à répondre aux besoins, là où quand même, il faut l'admettre, que les constructions qui sont faites, eh bien, elles sont là pour au moins 100 ans. Donc difficile d'avoir une flexibilité quand les choses sont dures. Mais en tout cas, c'est tout le travail que nous faisons, nous aménageurs, avec les architectes, surtout quand ils sont talentueux, et il y en a ici, eh bien, on arrive à faire des choses qui sont pas mal, je pense. Et en sachant que dans la transformation d'un quartier, il faut aussi y aller par petites touches, et avec un peu de tact, parce que j'ai échangé avec le directeur du CCAS de la ville et de la métropole, Monsieur Bellanzi, qui intervient demain, et il me disait que pour la Paillade, pour le quartier Mosson, excusez-moi, il y a des coins qui, moi qui suis pas habitant du quartier, ça pourrait sembler être des coins anodins et qui ont beaucoup d'importance pour les habitants du quartier. Et dans le cadre de la rénovation très importante, dans le cadre de l'ANRU, PNRU, le programme de rénovation urbaine, ça serait peut-être des coins à préserver, parce que sinon ça déstabiliserait une partie de la population. Oui, c'est ce qu'on évoquait, c'est la nécessaire concertation permanente. La concertation, elle n'est pas qu'administrative, on ne décide pas un jour je concerte, puis après on ne discute plus. C'est la concertation, c'est tout au long du projet. Et puis d'abord parce que les choses peuvent évoluer au fil du temps par les constructions qui se réalisent, dans le changement de population, l'évolution de la population. Et donc, oui, la ville, elle se fait ensemble. Moi, je le dis depuis que je suis arrivé à la Cerne, depuis 5 ans maintenant, la ville, elle ne se fait pas uniquement dans son bureau, elle se fait collectivement. Et vous n'en avez pas parlé, la Pompignane aussi, qui est un très gros quartier d'habitation, il y a un projet de transformation et de réaménagement très important. Oui, alors, même sujet. 200 hectares ont été étudiés, c'est-à-dire tout le secteur de la Pompignane. Alors évidemment, on n'a pas capacité, en tant qu'aménageur public, à agir sur tout le secteur, donc on définit, et c'est le cas de la Restanque également, cette grande zone économique. Le quartier de la Restanque, c'est près d'Arène. Hein. Près d'Arène, qui va être transformé, on va y créer de la mixité, c'est le cas d'Aude-à-la-Mer, vous avez la route du meuble avec tous les commerces qui va être transformé aussi, en faire un véritable quartier, plein de mixité urbaine. Eh bien, tout cela, en fait, se construit au fil du temps, voilà, avec des grandes ambitions. Là, il ne faut pas rater, je pense, cette idée de mixité urbaine et de mixité sociale. C'est-à-dire que quand on fait un quartier, il faut que tous les services soient là. Et d'ailleurs, ça ne vous a pas échappé que l'école, les 10 classes de l'EAI ont été livrées avant même les premiers logements. Ouais, qui fait ça? Qui le fait? Ici, à Montpellier, nous le faisons, comme la ligne de tramway, à l'époque, a été réalisée avant même les constructions, les nouvelles constructions. Donc ça, c'est encore une fois, ça répond à des logiques d'ambition politique de sa ville, hein, c'est clairement. Hein. Mesdames, messieurs, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions de la salle? Pour rester sur les lieux qui font le quartier,
c'est une grande chance pour nous d'avoir ce lieu, justement, la Altropisme, qui est sur le futur quartier, et de pouvoir venir faire nos réunions de travail pour le projet ici, en ayant à chaque fois qu'on arrive la vue sur un petit bout du lot qui nous a été attribué, qui est de l'autre côté là-bas. Et c'est vrai que ça aide vraiment à s'approprier l'endroit et à se projeter. Donc ça, c'est vraiment une très grande chance, et je tiens à remercier tous les gens qui ont participé à la création de ce lieu, parce que c'est assez extraordinaire pour nous. Ça permet vraiment d'arriver, d'anticiper assez longtemps en amont l'habitat. Puis la question de la terre crue dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi quelque chose qui est venu en voyant les gros tas de terre qui étaient dehors, dans lesquels on est allé un petit peu jouer pour voir si on pouvait en faire quelque chose de cette terre. Et c'est vraiment très important, ouais, de pouvoir mettre les pieds sur la terre sur laquelle on va construire longtemps avant de le faire. D'accord. On peut les applaudir. Merci. Merci pour la concision et la précision des interventions. On est dans un timing de rêve, là, on est en avance même. Donc ça, c'est très rare que ça... Oui, non, mais bien sûr, mais c'est quand même, je le dis parce que je suis surpris presque. On est en avance. Donc il y a le temps pour des questions. Vincent, le plus bavard. Non, pour revenir sur le cœur du sujet de la journée, sur la ville réversible, moi, ce qui m'intéressait de questionner, là, peut-être côté archi et aménageur, c'est la question de, certes, on peut aujourd'hui, grâce à pas mal de paramètres, les capteurs en font partie, enfin, plein d'indicateurs nous permettent d'anticiper les usages de demain, mais plus difficilement les normes de demain. C'est-à-dire que les normes changent régulièrement. Je dis par exemple un exemple, je viens de voir Karim Kenessi passer derrière, le directeur de l'ESMA, on en parlait juste avant, il y a un projet de réhabilitation de l'ancien cinéma militaire, et il me disait, 4 cm près, vu que les normes ont changé, voilà, Karim... 4 cm près, les normes ont changé par rapport à l'implantation des sièges, donc finalement on peut pas utiliser le cinéma en tant que tel, donc il faut tout refaire. Donc je pose un peu la question, peut-être d'ailleurs à Monsieur Percheron, en direct, c'est-à-dire on peut anticiper des usages, mais il y a tout un aspect normatif qui fait que peut-être demain, tout ce qu'on a anticipé, finalement on devra le défaire parce que on aura changé de règles, de normes et de réglementations. Alors, mais bien sûr, oui, ça évolue d'autant plus vite que, à rajouter aux normes, il y a aussi des exigences environnementales qui sont de plus en plus lourdes, qui ne sont pas forcément imposées, mais qui s'imposent à nous obligatoirement. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, l'évolution des normes, elle s'applique sur ce qui se fera et pas sur ce qui s'est fait, sauf dans le cadre d'une reconversion. Et effectivement, anticiper des normes, il y a une norme qui est très très complexe aujourd'hui, c'est la norme sismique qui a évolué et qui est extrêmement difficile à appliquer sur des bâtiments existants et extrêmement contraignante dans la réhabilitation de ces bâtiments. Un exemple très concret sur le AI, on avait comme idée d'associer un projet dans un bâtiment d'atelier, un projet mixte habitat et école, c'est-à-dire un lieu privé associé à un lieu recevant du public. C'était extrêmement compliqué d'un point de vue sismique de lier ces deux programmes. Donc on a été contraint de les dissocier verticalement pour ne pas avoir à gérer cette norme très très complexe. Donc oui, c'est effectivement, ça sera des impératifs ou des exigences qui peuvent limiter les reconversions futures. Après, il faut quand même se donner des chances de cette reconversion. La façon dont on construit, la façon dont on pense, en particulier la structure des bâtiments, c'est extrêmement important. Et je trouve que les maîtres d'ouvrage, aujourd'hui, ne sont pas suffisamment exigeants par rapport à ça et ne nous donnent pas forcément toujours les moyens d'être intelligents dans ce comportement. Monsieur Pérez. Moi, je vais être un peu dur avec les normes. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Moi, je trouve que les normes, en fait, sont des normes, particulièrement depuis les années 60,
ce sont des normes qui sont votées au niveau national et au niveau européen, qui sont souvent très éloignées des problématiques que nous avons sur les territoires. Et de fait, on a construit, quand on se promène dans les villes, quand on regarde les villes anciennes, la seule norme, c'était être acclimaté, se protéger, être acclimaté ici, sur la Méditerranée, l'ombre, la lumière, le soleil, le vent qui rentre. Et on voit bien la différence entre la ville ancienne et puis celle qu'on a construite au fil du temps, qui, elle, peut-être est plutôt plus proche de ce qu'on peut trouver à Nantes, à Strasbourg, et puis au nord de l'Europe, parce que les normes, elles sont souvent établies par des lobbying internationaux qui sont assez éloignés de nos préoccupations et de nos problématiques du quotidien et de nos territoires. Et donc, juste tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'était l'idée d'être acclimaté, faire une ville pour les habitants, et comment l'homme s'intègre dans son environnement. Eh bien, moi, je prône pour que les normes, elles soient éditées non pas au niveau national, mais au niveau régional, pour que ces normes, ce soient des normes d'habitabilité, de vie. Et nous, ici, c'est la Méditerranée. Et les normes qu'on devrait avoir, ce sont celles plus proches peut-être du sud de la Méditerranée, de tout ce bassin méditerranéen, et pas des normes qui nous seraient imposées par l'Europe du Nord, voilà, tout simplement. Donc moi, je prône l'idée d'une ville acclimatée pour des habitants qui y vivent. Et donc ça, il faudra qu'un jour les députés se penchent là-dessus. Peut-être que certains se sont exprimés, mais il faudra pousser fort, hein. J'ai toujours ma lorgnette d'habitants, donc je vais faire très petit. Et pour ce qui nous concerne, et peut-être un peu polémique, Monsieur Pérez, parce que non, toutes les normes ne viennent pas de Bruxelles. Il y en a qui viennent de plus près. Et j'en ai pour preuve la problématique qu'on a avec le parking. Le parking sur la ZAC, c'est une voiture par logement. Et quand on dit, nous, on essaye de mutualiser des choses, j'entendais Amsterdam tout à l'heure. On veut rouler en vélo, on essaye de mutualiser des voitures. On ne peut pas passer cette norme d'un parking pour un logement. Ce qui fait qu'on est obligé de construire des parkings à la place de, je ne sais pas, de caves mutualisées ou de choses comme ça. Donc il y a des choses, il me semble, en tant qu'habitant, qui pourraient bouger, des normes qui pourraient bouger localement. Mais je ne sais pas, enfin je ne connais pas. En fait, ce que vous évoquez là, ce n'est pas une norme. Moi, je parlais des normes qui sont éditées par l'État, tout simplement, hein, ou par l'Europe. Là, c'est une option qui a été retenue dans le quartier, hein, c'est de dire demain, la place de la voiture sera moins importante au cœur de ville, qu'on fait rentrer toutes les mobilités douces pour déjà anticiper la ville de demain. Alors moi, j'entends, parce que dans tous les quartiers où on a le long du tramway, c'est une place par logement uniquement. Et peut-être que c'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, souvent, les familles ont une voire deux voitures. Bon, c'est comme ça. Souvent, on nous tense en nous disant, nous, on veut absolument avoir deux voitures. Eh bien, le travail que l'on fait avec la métropole, c'est d'avoir des parkings silos qui doivent être aux périphéries des villes, tout autour, et qui permettent, reliés au tramway, qui nous permettent d'arriver. Et oui, mais ça, c'est un travail qui est difficile, hein, parce qu'on est déjà dans une logique d'anticipation, alors même que les pratiques ne sont pas encore assez en avance. Donc il faut être capable d'être un peu entre les deux. Ça, c'est pas simple, pour nous en tout cas. Est-ce qu'on aura tous encore une voiture, enfin tous, tout le monde n'en a pas, mais est-ce que la voiture particulière sera encore la norme dans 15-20 ans? C'est pas sûr du tout. Ouais. Merci. Alors justement, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Bonjour tout le monde. Et qui a à voir avec ce que tu disais, cher confrère, sur la question de cette générosité par rapport à la réglementation. Et ça a à voir aussi à ce que vous dites sur les parkings. C'est-à-dire anticiper des usages qui aujourd'hui ne sont pas, comme tu dis Christophe, au jour le jour, ça signifie de l'argent. Ça signifie qu'il faut faire un appel. Et là, c'est tous les promoteurs et c'est tous les gens qui font la ville qui doivent à un moment donné faire cet équilibre de dire où est-ce que je mets l'argent. Si on veut qu'aujourd'hui on demande un parking ici parce qu'effectivement il n'y a pas de moyen de transport collectif pour y arriver, peut-être dans 10 ans il y sera, le fait d'aérer nos parkings, de les ventiler naturellement, ça devrait être obligatoire, mais ça coûte un peu plus cher. Non, l'anticiper ce cinéma, ça nécessite que les flux passent peut-être d'une manière un peu spéciale et qui font que ça va coûter un peu plus cher. Le parking de la gare Saint-Roch, le dernier étage, et on l'a rendu
possible pour des événements, puisqu'on on voit Barcelone, on voit Montpellier à 360 degrés. Ça a été une lutte importante avec les pompiers, mais qui finalement nous l'ont accepté. Et ça a été quoi? Ça a été faire ce silo qui est le tambour d'accès, prévoir 2 portes, et le jour de demain, on va pouvoir construire cet escalier en préfabriqué métallique pour le faire. Ça a coûté 2 portes de plus, des réunions en plus, je veux dire. Mais il faut qu'on soit capable d'avoir cette générosité d'anticipation tous ensemble pour fabriquer cette ville qui soit réversible. Sinon, effectivement, c'est compliqué. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé des ambitions environnementales et quelles sont un peu les ambitions appliquées sur les nouveaux quartiers ici? Je ne suis pas de Montpellier, mais de ce que j'ai vu, il y a beaucoup d'immeubles en béton encore qu'on est à construire. Et je me questionne là-dessus. Donc maintenant qu'on a des professionnels en face de nous, quels sont votre point de vue là-dessus? Bon, c'est une bonne question, effectivement. Donc, on prône aujourd'hui de plus en plus, en tout cas dans les quartiers neufs et dans les constructions neuves, qu'il puisse y avoir du bois. Donc, on va avoir un certain nombre de constructions qui vont être faites avec du bois. Il y en a déjà, des immeubles de bureaux avec Nexity, là, sur la 7 Center. On va avoir sur l'avenue Raymond Dugrand, avec ICAD, le promoteur ICAD, un immeuble en bois qui va être construit. 2 logements. Bon. Simplement, le travail qu'il faut que l'on fasse, c'est aussi de développer des filières de proximité pour éviter que le bois ne vienne des pays de l'Est. Vous voyez. Donc sur des sujets environnementaux, par exemple, sur les centrales que nous avons, qui permettent de chauffer, qui vous chauffent tous les jours, le chaud, le froid, eh bien, depuis déjà quelques années, nous avons fait le choix de transformer toutes les centrales, alors c'est la CERM également qui les pilote, de les transformer avec du chauffage à bois. Et aujourd'hui, sur la centrale de trigénération qui est à Port-Marianne, le chaud, le froid et l'électricité, c'était une première en France il y a maintenant 3 ans, eh bien, nous achetons le bois dans les hauts cantons de la Cône, c'est-à-dire à proximité, pour justement favoriser ces circuits courts et essayer de développer des filières. Le problème, ce sont les filières, vous voyez. Mais oui, bien sûr, on est extrêmement attentif à tout cela. Et le sujet, notre préoccupation quotidienne, c'est effectivement les circuits courts et de pouvoir avoir une économie locale. Ça, c'est vrai. Vous dites qu'on construit pour 100 ans, mais des filières aujourd'hui en Alsace, il y a une bonne filière bois, dans les Landes aussi. Est-ce que ça revient à vous, ce choix politique, à un moment de dire, aujourd'hui, on peut construire en bois, vous l'avez dit, il y en a quelques-uns, mais qu'on peut aussi inverser la tendance et que ce soit la majorité des bâtiments. Peut-être c'est un exemple, la construction bois, mais il n'y a pas que ça, sur la rénovation, sur les mobilités, vous en avez parlé. Vous parlez de dans 5 ans, Montpellier sans voiture. Pourquoi pas aujourd'hui? Enfin, je viens de Strasbourg, les voitures, ça fait longtemps qu'on ne les voit plus chez nous, et c'est tout à fait possible. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu un décalage encore là-dessus, ici. En réalité, beaucoup a été fait déjà sur la circulation, pour te dire. C'est-à-dire que le centre-ville est de plus en plus piétonnier. Je pense au boulevard du Jus de Pomme. Je ne sais pas si vous avez vu le boulevard du Jus de Pomme il y a 5 ans. C'était un immense boulevard, une entrée de voitures permanente. Donc oui, ça fait partie des sujets et des préoccupations que nous avons. Maintenant, il faut aussi parfois lutter, et Carmen l'exprimait tout à l'heure, contre les habitudes. Et que quand vous décidez que le centre-ville doit être piétonnier, vous vous confrontez aussi à beaucoup d'opposition, en particulier les commerçants, par exemple, qui fait que, bien oui, la ville, elle peut pas se faire en claquant des doigts. Vous voyez, il faut beaucoup de discussions, beaucoup d'habileté aussi. Et je pense qu'au fil du temps, la conscience collective devra s'exprimer et l'emporter, mais ça ne se fait pas en 5 minutes. S'agissant des filières, nous, on ne peut qu'inciter, alors quand on dit on veut un immeuble en bois, il faut que les filières se structurent par elles-mêmes. On n'a pas toutes les capacités à l'imposer, on ne peut pas l'imposer. Hein. Donc bien sûr, on les accompagne. C'est pas, alors après, vous savez, il y a les compétences de différentes collectivités, c'est pas la compétence de la métropole, c'est la compétence de la région. Bon, donc il faut que chacun s'entende pour qu'à un moment donné, on arrive à agir. Et là, c'est pour les habitants et pour la planète. Une autre question? Oui. Oui. Bonjour, donc moi c'est Julien.
Je suis étudiant ici à Montpellier et justement, je me posais des questions pour savoir quels sont les critères d'un quartier pour qu'il soit renouvelé comme celui ici de l'EAI, puisque j'imagine qu'on ne peut pas le faire sur tous les quartiers, justement pour passer à autre chose qu'une simple rénovation de quartier. Les critères, d'abord ici c'était une opportunité foncière et c'était une opportunité. Le terrain se libérait, les militaires partaient, il y avait une opportunité. C'était en 2010, je crois. Ouais. Après, dans les quartiers plus anciens, il y a des rénovations qui s'organisent. La SERM en fait dans le quartier de Figuerolles, où là, effectivement, il y a une politique très volontariste de réhabilitation, avec aussi la sensibilité d'essayer de reloger au maximum les gens, éviter la réhabilitation comme on l'a connue dans les centres anciens, qui ont en fait fait partir une population pour la remplacer par une autre population. Donc là, il y a une vraie délicatesse à avoir vis-à-vis de ces quartiers-là. Voilà, après, il y a des réhabilitations et rénovations dans d'autres quartiers, parce que c'est d'autres problématiques qui sont parfois sur l'état du bâti, mais aussi sur les problèmes sociaux, voilà, il y a des tas de facteurs qui justifient ces travaux. C'est une interrogation collective. On est dans un lieu qui est en mouvement, qui est l'expression d'une transition. On est passé d'un usage à un autre. Et ma question, c'est, je trouve que c'est un endroit dans lequel je viens travailler quelques fois pour animer des soirées tango, ici, entre ces deux gradins. Et comment vous expliqueriez que ce type d'endroit n'existe que sur l'espace de la transition? C'est-à-dire que là, on est sur un espace qui a une vocation sur 11 ans. À Montpellier, c'est un lieu unique. Montpellier, c'est pas créé hier. Et ce type de lieu, où ce que l'on vit aujourd'hui est autorisé, ne va exister, a priori, que sur une durée de 11 ans. C'est-à-dire qu'après, ça sera démoli, ça va être construit, et on va chercher un autre lieu possible pour avoir ce type de vie. Comment se fait-il que dans la pensée de la ville, on n'arrive pas à s'organiser pour que des lieux comme ça soient pérennes? C'est peut-être 11 ans renouvelables, non? Non, je sais pas. Non, c'est pas ça. Bon, non. Aujourd'hui, le bail est effectivement sur 11 ans, que dans le quartier, il y aura une intensité, de la densité, des constructions, et il n'y a pas de raison de penser que ce lieu ne puisse pas perdurer, mais d'une façon différente. Parce que c'est la façon dont vous allez vous l'approprier. Finalement, nous, notre métier, c'est de produire, de fabriquer la ville, mais qu'elle soit utilisée et appropriée par les habitants. Vous en faites ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pourquoi vous le faites très certainement d'ailleurs, on peut aussi danser sur un espace public, du tango, et faire beaucoup d'autres choses. Et se rencontrer. Donc oui, on est dans cette idée, bien sûr. On est dans cette idée. Je peux compléter parce que on est les premiers, visés par rapport à cette question. Nous, quand on a commencé à travailler avec la ville et la SERM sur ce lieu, avant tout, ça a été une opportunité. Comme on l'a dit plusieurs fois, cette ville n'a pas de passé industriel, donc elle n'a pas de culture intermédiaire, très peu de culture intermédiaire. On a les grands équipements, les grands festivals, ce qui a été issu de la décentralisation des années 80, la grande culture qui s'est faite avec un grand C, qui a pris des écrins plutôt prestigieux, les Ursulines, Domaine d'eau, des vieux masses, parce que à un moment donné, il y a eu une politique volontariste de l'État de décentraliser et d'y mettre de l'argent. Et à côté de ça, il y a des petits cafés, concerts, des squats, mais très très peu de cette culture intermédiaire qui, nous, avec Illusion et Macadam, notre coopérative, on milite depuis des années pour que ça existe. Sauf qu'on milite dans le vent, dans le sens où si le foncier n'existe pas, c'est difficile de le faire exister, cette culture intermédiaire. Donc là, on a une opportunité, on s'inscrit purement
dans cette question de l'urbanisme transitoire, qui a ouvert aussi tout un grand chapitre de la politique culturelle de ces 40 dernières années. C'est comme ça qu'un Brooklyn s'est développé, qu'un Berlin s'est développé, que toutes les périphéries des grandes villes se sont développées. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Paris retrouve de sa superbe culturelle depuis maintenant 10 ans. Personne foutait un pied après la petite ceinture à Paris. Aujourd'hui, toute l'activité culturelle intéressante se passe au-delà du périph', et le centre-ville s'est muséifié. On fait partie de cet élan-là, et on est content qu'une ville comme Montpellier puisse, avec l'opportunité de l'EAI, permettre de faire vivre cet urbanisme transitoire. On nous pose toujours la question, on nous a dit, bon, maintenant que vous avez mis le pied dans la porte, vous allez rester ici. On nous le dit tout le temps. Et ben nous, on dit, mais c'est pas du tout l'objectif. Enfin, on n'est pas... Bon, déjà, je pense que dans 11 ans, si on tient cette cadence, tu vois, on sera difforme, on ressemblera plus à rien, et on aura juste envie de dormir. D'autre part, le budget, le modèle économique qu'on a posé ici, 80% de notre modèle tient à l'allocation des espaces de travail, le reste tient à une économie très très tendue sur le bar, la privatisation, les événements. Bon, on a fait un modèle économique avec un échéancier qui fait que, au terme des 11 ans, si on ne s'est pas vautré, on a de quoi rebondir, et c'est vu directement avec la CERM, avec notre partenaire, on a de quoi rebondir sur se réinventer autrement, se réinventer ici différemment, se réinventer ailleurs différemment, mais le modèle aura généré suffisamment, théoriquement, de marge pour nous permettre de rebondir. Et c'est pas plus mal, parce que dans 11 ans, rebondir dans un autre espace, une autre configuration, un autre lieu, ben ça sera peut-être plus intéressant par rapport à la façon dont la société aura évolué. Parce que là, peut-être que dans 11 ans, on se dira qu'on traînera un boulet parce qu'il sera plus adapté à la façon dont on a envie de se cultiver, et ainsi de suite. Donc, notre modèle, on est plutôt content de l'avoir pensé comme ça, avec les tutelles. Oui, bonjour, Stéphane Sanger. Ce que je constate, voilà, la question des usages se crée une place de plus en plus importante dans la planification urbaine, dans la conception. Je me souviens bien des ateliers même pendant le dialogue compétitif des désignations de la maîtrise d'œuvre du quartier il y a 7-8 ans presque maintenant. C'était passionnant ces ateliers, il y avait 150 personnes qui rêvaient notre quartier. Donc ça c'est un bon point, l'habitat participatif bien entendu. Donc il y a beaucoup d'évolutions en termes de prise en compte des usages. En revanche, il y a peut-être il y a le sujet de la valeur marchande de logement ou des espaces qui aujourd'hui nécessitent aussi peut-être une attention, parce que je pense que tout le monde peut être d'accord. À Montpellier, c'est 4 000 € le mètre carré en moyenne dans le libre. À Paris, c'est 10 000 €. Toutes les grandes métropoles constatent cette valeur marchande exorbitante de l'espace qui est destiné à l'usage, mais interdit pour ceux qui n'ont pas ces moyens-là. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont loin, surtout les familles avec enfants, ils vont dans le périurbain, voire dans le rural, et tout le matin, c'est la migration quotidienne aux portes des villes, que ce soit le matin en rentrant ou le soir en sortant. Il y a, je sais pas si cette question donc de la valeur marchande de l'espace à vivre doit aussi, à un moment donné, être un sujet d'innovation, que ce soit sur le quartier EAI ou d'une façon générale. Il y a cet outil nouveau qui est l'organisme français solidaire qui me passionne et qui disconnecte la valeur marchande. Oui, c'est ça. J'arrive justement. Est-ce que un OFS va se présente à l'horizon de la métropole? Est-ce que les acteurs comme la SAM, les architectes poussent à la roue pour qu'on dispose aussi de cet outil qui innove dans finalement la mécanique économique aussi du logement et de la ville que nous construisons? Merci. Peut-être Monsieur Pérez, rappelez-nous ce qu'est un OFS. Ça. Oui, c'est un organisme foncier solidaire. Et ça consiste en quoi, en 2 mots ça... Vous allez nous le définir, c'est votre façon de le définir, mais solidaire, c'est que on a les habitants, en tout cas des citoyens, ont la possibilité de cotiser et donc de pouvoir asseoir le foncier et de pouvoir acheter du foncier. Bon.
Oui, bien sûr qu'il faut pousser ça, mais pas uniquement, parce qu'il y a plusieurs façons d'acheter des terrains. Donc oui, c'est un dispositif qui est intéressant. Il intéresse la métropole comme tous les dispositifs qui existent. Il n'existe pas encore à Montpellier. Bon, mais il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas un jour. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette première table ronde. Restez ici parce qu'on va enchaîner très directement avec une deuxième qui s'annonce passionnante avec Carmen Santanac, architecte, qui est ici, qui est intervenu. Francis Pisani, qui est notamment journaliste, documentariste, écrivain, notamment pour Le Monde. Et Anne Durand, que je n'ai pas encore vu, mais qui doit être par ici. Et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec pas mal d'exemples différents pour voir si l'urbanisme réversible peut être un outil d'aménagement durable du territoire. Et ensuite, on enchaînera avec un petit atelier réflexif tous ensemble, assez simple. Et je vous demande de rester parce qu'à la fin, c'est vraiment le collectif Encore Heureux, Julien Chopin, qui était quand même le directeur du pavillon français de la Biennale de Venise l'an passé, la Biennale d'architecture, qui est vraiment un grand monsieur de l'architecture écologique, responsable, qui sera là pour nous éclairer de ces lumières. Donc je demande à notre nouveau panel d'arrivée et au public d'applaudir nos chers amis.